vous allez nous expliquer au coin gauche de votre écran, il y a une main là. Donc, vous allez faire signe que vous voulez parler et là, on va vous accorder la parole. Ah. La conférence de ce jour s'inscrit dans le cadre du lancement de la campagne pour l'accès à l'information publique en République démocratique du Congo. Cette campagne sera menée par le CERJ, le Centre d'échange pour des réformes juridiques et institutionnelles, ainsi que par les médias, l'association des médias d'information en ligne en RDC. Alors, cette activité va se dérouler pendant une période de mois. Nous aurons une campagne en ligne sur les questions qui touchent à l'information publique. Nous allons devoir interagir dans ce sens. Pour ce qui est de webinaire, ce webinaire se passe sur toute la tournée de la République comme la conférence. Donc, nous allons devoir avoir 4 webinaires. La première vague qui va se passer qui commence aujourd'hui, lundi 24 et jeudi 27. On aura l'honorable Jacques Joly qui est déjà dans la salle comme intervenant. Maître Charles Mouchi, et la deuxième vague qui va se passer du 1er au 3 septembre, nous aurons l'honorable Moïse Nyangabo et l'honorable Moïse Nyangabo qui est député national et M. Henri Christin Lumunja, secrétaire exécutif du collectif 24. Oui, il y a un maître qui a déjà commencé à faire. Alors, le programme de ce jour se présente comme suite. Nous allons devoir passer à la présentation de la note stratégique MSDA en balançant un résumé de ce que c'est cette note stratégique, ce qu'elle renferme. Et il y aura la locution des 1000 RDC, médias d'information en RDC, qui sera faite par M. Israël Moutala. Et nous aurons enfin le mot de bienvenue du CERJ qui va devoir directement enchaîner avec le premier exposé qui aura trait à l'importance de l'accès à l'information publique et son lien et ses liens avec les droits de l'homme. Le deuxième exposé sera fait par l'honorable professeur Jacques Joly qui va aborder la question des principes qui régissent la question de l'accès à l'information publique et l'état de sa mise en œuvre en République démocratique du Congo. Donc, nous allons devoir présenter la note stratégique sur l'accès à l'information publique. Tu as pu te connecter? Oui. Donc, pour ce qui est de la note stratégique sur l'accès à l'information publique, cette note renferme les grands points qui concernent l'accès à l'information publique, à savoir la question de la définition, ce que c'est l'accès à l'information publique, son importance, ses liens avec les droits de l'homme, mais aussi la question de sa mise en œuvre en République démocratique du Congo. Donc, cette note stratégique, vous pourrez le télécharger sur la plateforme. On va vous partager les liens sur la page Facebook où se passe la campagne. Vous aurez à cliquer sur ces liens et il vous renverra sur la plateforme Radio Congo Cher où vous aurez à télécharger ces briefs hallucinantes.
Donc, c'est à titre informatif et cela vous donne de la matière sur laquelle vous pourrez rebondir tout au long de cette activité. Donc, après le lancement de la campagne, nous allons devoir vous présenter cette note synthèse de l'accès à l'information publique. Nous passons donc la parole à 1000 RDC, Monsieur Israël Moutala, qui va devoir prononcer son mot dans le cadre de cette activité. Allô? Allô? Maintenant, je suis Israël Moutala, je suis président de l'Association des médias d'information en ligne. Mon mot ne sera pas long, il sera très court. L'URDC est une association qui regroupe les médias d'information en ligne et nous sommes très heureux de participer à cette campagne d'accès à l'information. Pour la petite histoire, l'URDC regroupe tous les médias qui sont sur Internet et qui ont la principale activité, informer l'opinion. Voilà à peu près ce que MILRDC. MILRDC a vu le jour en août 2016 et après sa création formelle a été faite en juin 2017. MILRDC regroupe donc beaucoup de médias, une cinquantaine de médias d'information en ligne. Et MILRDC est comme tous les autres médias traditionnels buté à un problème d'accès à l'information. Donc, quand il nous a été demandé de participer à cette campagne, c'est avec beaucoup de joie que nous avons donné notre accord et nous allons justement participer à cette campagne avec la ferme assurance que les résolutions qui en découleront vont permettre que l'accès à l'information publique soit matérialisé. Et donc, voilà à peu près le mot de MILRDC que j'avais à dire. Mais à part la participation à ces webinaires, MILRDC va aussi contribuer à la sensibilisation de l'opinion, des décideurs politiques, de la société civile et de la population en général sur le besoin fondamental d'accéder à l'information, car c'est là, il va de l'intérêt général. En tout cas, merci pour la petite attention ou l'attention que vous m'aviez accordée. Je vous remercie. Merci à Israël pour son mot. Nous allons passer la parole à Maître Charles Mouchizi, qui va devoir prononcer son mot pour ce qui concerne cette campagne sur l'accès à l'information publique. Maître Charles. Merci. Bonjour à tous. Je m'appelle Charles Mouchizi et je suis le directeur du Centre d'échange pour des réformes juridiques et institutionnelles, une organisation de la société civile qui a été créée par un groupe de juristes et de non-juristes en août 2007. Comme il vous a déjà été dit, la campagne en ligne sur le droit d'accès à l'information que nous portons en partenariat avec l'organisation Internews s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme que mène justement Internews et qui vise le développement du secteur médiatique. Globalement, la campagne vise à contribuer à la mise en œuvre effective plutôt de l'accès à l'information publique en République démocratique du Congo. Mais de manière spécifique, à travers cette campagne, nous visons à faire connaître ce que c'est l'accès à l'information publique, l'importance de ces droits et ses liens avec les droits humains de manière générale,
afin de pousser les décideurs à inscrire cette thématique dans leur agenda. Et les décideurs dont il est question ici, c'est essentiellement le gouvernement et le Parlement. Le Parlement, on sait qu'il est appelé aujourd'hui à doter le pays d'une loi d'accès à l'information et le gouvernement a contribué à la mise en œuvre effective de cette loi, mise en application plutôt. Deuxièmement, il s'agit d'amener à plus d'engagement de la part des organisations de la société civile et des médias aussi. Vous savez, c'est même la raison pour laquelle vous avez été désigné pour participer à cet échange, en suscitant notamment de l'intérêt dans le chef des universitaires, parmi lesquels vous êtes, sur cette question, en l'inscrivant justement dans une perspective d'une vulgarisation plus large, notamment dans les amphithéâtres universitaires et dans les débats qui se passent généralement dans les milieux universitaires. Le droit d'accès à l'information est un droit important qui est déjà reconnu par plusieurs instruments juridiques internationaux auxquels la République démocratique du Congo est partie, mais aussi par la Constitution de la République démocratique du Congo elle-même. En fait, la Constitution et ses instruments internationaux veulent que ce droit, que chaque citoyen, chaque individu soit titulaire, puisse exercer de la manière la plus libre son droit d'accès à l'information. Ce droit qui est de plus en plus au centre de la gouvernance démocratique des États modernes constitue donc le fondement du développement social scientifique, culturel, économique dans les États où il est effectivement mis en œuvre. Bien souvent, et ça, il faut faire une différence, le droit d'accès à l'information publique est confondu avec le droit public à l'information ou le droit d'être informé, ou alors le droit de pouvoir informer par voie de moyens de communication de masse et donc les médias. Cette conception est très restrictive et à la limite, elle est erronée du fait que le droit d'accès à l'information couvre une étendue matérielle de plus en plus large qui ne peut être limitée à la seule modalité informationnelle par voie de médias. Le droit se rapporte en fait à toutes sortes d'informations et c'est là encore son importance, de quelque nature qu'elles soient, qui peuvent être en la possession des organismes publics, parapublics ou même privés, du seul moment que cette information recherchée ou demandée recèle un intérêt public. On est donc bien loin du seul droit du public à recevoir des informations par la voie de médias et l'on s'inscrit dans un ensemble plus large qui, au titre de sources d'information, inclut aussi les médias aux côtés de bien d'autres sources, parmi lesquelles l'administration publique, les services de renseignement, les entreprises publiques, les bibliothèques, les entreprises, etc. Le droit d'accès à l'information est un droit de tout le monde qui cherche à titre individuel ou professionnel une information, ainsi que tous les corps de métier, parmi lesquels, bien entendu, les médias, dans leur travail quotidien de recherche de l'information. Il faut comprendre par là que ce droit appartient à chacun parlementaire, par exemple, dans l'exercice le plus ordinaire, un contrôle parlementaire de propositions de réformes basées sur les évidences. Ce droit appartient aussi aux chercheurs scientifiques, aux autorités publiques elles-mêmes, dans l'exercice de leurs enquêtes administratives de routine. Ce droit appartient aussi à la police en général et à la justice de manière particulière dans les enquêtes judiciaires les plus classiques, aux investisseurs économiques qui désirent obtenir des informations précises pouvant leur permettre d'orienter leurs capitaux, etc. On est donc bien loin d'un droit limité aux seuls médias et aux journalistes. On est en présence d'une liberté publique, d'une liberté fondamentale et d'un droit humain qui permet à toute personne d'être informée sur la question, sur des questions d'intérêt personnel, collectif ou professionnel. Ainsi vu, ce droit est un pivot autour duquel tourne la gouvernance démocratique des États modernes. Ces droits favorisent la transparence dans la gestion de la chose publique, mais aussi la redevabilité des autorités publiques,
du moment que l'information qui relève du domaine public n'est plus couverte par le secret ou par les intimidations, que tout le monde peut y accéder en toute liberté. Il s'agit des informations bien touchant sur la gestion de la chose publique et qui peuvent favoriser aussi le développement économique, social, scientifique du pays. Tel étant l'entendement le plus fondamental plutôt de ce droit, un droit humain, un droit qui appartient à chacun d'entre nous de rechercher les informations, surtout lorsque ces informations sont détenues par les autorités publiques, ceux qui sont en charge de la gestion de la chose publique. Je voudrais, sur cette compréhension partagée, je l'espère, déclarée ouverte, c'est lancer cette campagne et vous invite donc à vous en approprier le plus largement possible, à en diffuser le plus largement le contenu et les messages qui vont être véhiculés, notamment sur des liens qui vont vous être partagés aussi, et à en faire finalement une thématique que vous allez promouvoir chacun dans son milieu, de manière individuelle, professionnelle, familiale, dans vos réseaux personnels ou collectifs. Et donc, je vous invite à vous en approprier le plus largement et à informer le plus largement aussi sur ça. Ainsi longtemps cette campagne, je vous prie de rester connectés et je vous remercie. Ok, caméra. Oui, après cette présentation de respecter le temps, nous allons devoir passer la parole à l'honorable Jacques Njoli, qui va devoir aborder la question relative au principe et à la question de l'État de la mise en œuvre de l'accès à l'information publique en RDP. Merci beaucoup, Paul. Bonjour à tout le monde, bonjour à tous les amis qui sont connectés avec nous pour partager ensemble la réflexion sur le droit d'accès à l'information dans son principe et dans sa mise en œuvre en République démocratique du Congo. Je voudrais dire avec le maître Charles qui vient de terminer que cette question de droit d'accès à l'information, je crois qu'il vous a donné presque tous les éléments, mais nous allons y revenir pour montrer tout simplement l'importance et la pertinence d'implémenter ces droits non simplement sur le plan constitutionnel, mais surtout sur le plan législatif et pratique. Je voudrais commencer mon propos par un élément que nous rappelons chaque jour. Mon peuple périt faute de connaissance. Eh bien, effectivement, cette vérité biblique s'applique au droit d'accès à l'information. Nous pensons parce que, d'abord, nous, le droit d'accès à l'information, nous ne l'avons pas implémenté ou nous l'implémentons mal. Et surtout, lorsqu'il est implémenté, eh bien, lorsqu'il n'est pas mis en œuvre, nous avons une seconde mort. Et le but de cette rencontre d'aujourd'hui, c'est justement de lancer cette campagne de sensibilisation. Vous savez, le droit n'est que la mise en forme d'une vision, d'un imaginaire, d'un besoin. Et si ce besoin n'est pas ressenti par ignorance ou par méprise, eh bien, le droit va rester un droit virtuel, un droit inappliqué. Il est important que nous soyons sensibilisés sur l'importance de cette vision pour que nous puissions, n'est-ce pas, implémenter réellement ces droits. Et voilà pourquoi nous n'avons pas hésité un seul instant à venir partager avec vous sur cette question. Notre intervention va être structurée en deux petits moments. Nous allons d'abord parler de ces droits d'accès à l'information ou de droit de savoir comme principe structurant de toute société démocratique. Je crois que je ne vais pas beaucoup traîner parce que Maître Charles
y a donné tous les éléments. Et ensuite, les contraintes de mise en œuvre, n'est-ce pas, de ces droits d'accès à l'information dans le cadre de la République démocratique du Congo. Les droits de savoir, les droits d'accès à l'information, le droit à l'information, on vous a défini ça, c'était un droit fondamental de l'individu et de la collectivité de chercher à savoir et de faire savoir ce qui se passe dans la vie publique. Il s'agit donc de lois qui partent d'un postulat essentiel selon lequel toutes les informations détenues par le gouvernement et les institutions gouvernementales sont en principe publiques et ne peuvent être cachées, à moins que vous puissiez démontrer que ces informations touchent à la vie même de l'État ou même, c'est-à-dire aux questions de sécurité ou à la vie privée. Mais c'est important de comprendre que si vous avez un État démocratique, la démocratie est dans un gouvernement du peuple, c'est-à-dire un gouvernement participatif, un gouvernement législatif, mais ce peuple ne peut participer, décider, discuter que si il peut accéder à des informations. Voilà pourquoi nous disons que les droits à l'information, c'est non seulement un droit fondamental, mais c'est un droit structurant toute société démocratique. C'est même une condition préalable pour permettre aux citoyens de suivre de manière adéquate les politiques et d'exercer un contrôle effectif de leur gestion. Je ne peux pas m'empêcher de vous donner une citation de M. James, du président Nixon, c'est le père de la démocratie américaine et quatrième président des États-Unis, qui affirmait avec pertinence qu'un gouvernement populaire et démocratique sans information populaire ou le moyen de l'acquérir est tout simplement un prologue à une farce ou à une stratégie, peut-être une à la fois. Donc, le droit d'accès à l'information, c'est un droit matriciel, c'est même l'origine de la démocratie. Parce que si les citoyens ne peuvent accéder aux informations détenues par les services publics, ou même les entreprises privées qui ont un impact sur la conduite de la nation, ben, on ne peut pas arriver à asseoir ce qu'on appelle la bonne gouvernance, la transparence de la chose publique. Et par conséquent, il ne peut pas y avoir de confiance. Et sans confiance, eh bien, il n'y a pas d'efficacité. En fait, quand on n'a pas la confiance, ben, on est un gouvernement illégitime. Et l'illégitimité est la plus grave déficience que peut avoir une structure politique. Donc, c'est pas d'accès à l'information, ça comprend l'exercice d'un certain nombre de droits procéduraux et d'autres substantiels des droits qui permettent, qui nous donnent le moyen d'accéder à l'information et au contenu de ces informations. Donc, je voudrais terminer pour dire que, sur ce point, pour dire que le progrès de la démocratie exige donc la disponibilité d'une information véridique et complète qui permet aux citoyens de juger en connaissance de cause les politiques gouvernementales. Autrement, c'est le règne de l'autocratie obscurantiste, comme disait le Premier ministre canadien, M. Trudeau. Alors, ces principes posés sur le plan du droit, je crois qu'il vous a été dit que la Constitution, l'article, personne a droit à l'information. Alors, c'est même l'article 24 doit être lié avec l'article 5, qui est l'article clé de cette Constitution, dit sans embâche que la souveraineté nationale appartient au peuple. Le peuple ne peut assurer sa souveraineté que si il a droit ou il accède à l'information. Sinon, c'est comme je dis, une autocratie obscurantiste. L'article 24 donne donc à tout citoyen le droit d'être informé. Le droit à l'information, ça donne à toute personne physique ou morale la possibilité d'avoir accès, c'est le mot-clé, accès
à l'information, c'est la clé détenue par une autorité publique pour son compte et qui peut être disponible sous plusieurs formes: écrite, visuelle, sonore, électronique. Et quel que soit l'intérêt particulier, mais il s'agit d'un intérêt général. Alors, toutes les informations sont visées, aussi bien les informations légales, c'est-à-dire que la Constitution oblige que les lois, les ordonnances, les décrets, les jugements puissent être publiés au journal officiel. Parce qu'aujourd'hui, sans information, eh bien, les immatriculations d'entreprise, vous appelez aussi le marché d'appel d'offres. Quand vous voyez tout ce qui se passe aujourd'hui dans les procès, vous avez compris que tout ce que nous déplorons aujourd'hui, les condamnations et autres, sont liées, n'est-ce pas, à la non-application de ces droits à l'information. Vous apprenez simplement que Kidam, tel a reçu 52 millions, tel autre a reçu 15 millions. Et tout ça, ces pathologies sont liées, n'est-ce pas, à la non-application du droit d'accès à l'information. Donc, cette information doit être proactive, c'est-à-dire que le gouvernement lui-même doit pouvoir avoir un schéma d'information qu'on peut demander. Peut-être aussi une information. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous les citoyens, vous pouvez demander à n'importe quelle activité. Alors, pourquoi il y a la Constitution? Il y a aussi les instruments juridiques internationaux auxquels notre pays a adhéré. Vous savez que notre Constitution place les traités et accords, règlements réguliers derrière la Constitution, d'autres même disent même devant la Constitution, à la hiérarchie des normes. Et là, il ne s'agit pas des textes d'une banalité, non. Il y a d'abord la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 2008. Il y a le Pacte international relatif aux droits civils et politiques à son article 19. Il y a aussi des instruments spécifiques, par exemple la déclaration, les traités sur la corruption et autres. Il y a sur le plan de l'environnement aussi la déclaration sur l'environnement et le développement qui impose aux États de faire droit à l'accès à l'information relative à l'environnement et de tiers les autorités. Il y a les instruments régionaux. On va la Commission africaine, il y a des pratiques qui sont consacrées. Il y a même une loi moderne qui va pousser sur l'information. Mais maintenant, au plan national, où est-ce que nous allons? Et c'est le deuxième point de toute cette architecture internationale, comment elle est intégrée dans notre plan? Disons que, au-delà de l'article 24, jusqu'à présent, nous sommes comme dans un vide, dans la mise en œuvre de l'article 24. Mais c'est vide. On peut dire qu'il n'y a pas encore de loi de mise en application. Mais il y a quand même un certain nombre de textes particuliers et vastes, malheureusement non appliqués. Ce qui fait que nous étalons dans la mauvaise gouvernance. Et la mauvaise gouvernance, je vous ai dit, c'est le fondement de notre société, de notre sécurité, de nos maladies, de nos mots. Il faudra donc puisque l'information reste un élément. Je vous ai dit que tous les pays africains ont déjà fait ce travail-là. Je peux vous citer l'Afrique depuis 2020. Sur la de l'information. Vous avez le Nigeria depuis 2011. D'autres pays comme la francophone, comme la Guinée et Conakry, le Niger, l'Éthiopie a une loi. Il a même créé une institution qui s'appelle l'Ombudsman. En somme, chez nous, nous sommes encore pris dans la culture du secret, où pour avoir même l'autorisation de faire des recherches dans le cours de l'université, il faut avoir la lettre de l'université, il faut attendre pour accéder à la bibliothèque. Donc, la question chez nous est vraiment d'inactualité fondamentale parce que
il y a absence de loi de mise en œuvre. Alors, depuis 2009, il a écrit. Nous sommes encore dans les lois éparses. Je vais par exemple déplorer cette culture du secret qui s'est instaurée et sous fond donc d'une législation parcellaire éparse. C'est vrai que quand vous voyez le code minier, même le nouveau code, institue le principe de transparence, c'est-à-dire qu'il faut déclarer tout ce que vous produisez, tout ce que vous gagnez, tout ce que vous payez comme taxe, et il suffit de quand vous lisez le code de la loi de 2011 sur l'environnement, vous pouvez voir les difficultés. Vous voyez dans le pouvoir judiciaire, les mêmes copies d'instructions, il faut écrire pour avoir l'autorisation d'élever copies de pièces alors que les jugements doivent. J'ai parlé de la loi de juillet 2011 portant principe fondamental relatif à la protection de l'environnement, qui dit que tout le monde a le droit d'accès, mais vous pouvez vous imaginer que tous les secteurs miniers qui est les secteurs porteurs de notre économie est dans l'opacité la plus totale, et ce n'est pas quoi je vous dis. C'est lors de la conférence minière qui s'est tenue en 2009, où les chefs d'État, le président Kabila, dénonçait, n'est-ce pas, l'opacité dans ce secteur. L'État ne sait pas qui exporte, nous n'avons aucune information sur nos ressources, leur exportation et même l'autre. Je parle aussi de ce que je suis un sénateur ou député d'une zone forestière, malgré tout ce qui est écrit dans le code forestier en matière de déclaration, de plan d'aménagement, de concession, tout se passe dans cette culture de l'opacité, qui tue de l'opacité, n'est-ce pas, qui fait que nous sommes totalement bloqués. Donc, les droits de l'information publique dans notre pays est encore au stade de balbutiant. Voilà pourquoi ce travail de sensibilisation que nous faisons aujourd'hui, qui doit, n'est-ce pas, amener nous tous à nous mobiliser pour par le Parlement, l'inscription par la proposition de loi sur le droit d'accès à l'information. Le texte traîne dans le Parlement depuis l'année passée, c'était un arriéré législatif. Maintenant, c'est carrément une loi qu'il faut introduire. Nous allons soutenir notre collègue Yarouba pour que nous puissions sortir, n'est-ce pas, de cette grande nuit. Tant que nous serons dans cette nuit, mes chers frères, ben, la démocratie cessera en vive et nous allons renforcer ce que Achille Dembélé appelle la grande nuit, la post-colonie, qui instaure un gouvernement de la méfiance, un gouvernement de la mort par l'invention du désordre et du pillage. Voilà ce que je voulais dire en résumé et j'espère que nous allons sortir de cet entretien avec un schéma de la mobilisation pour l'adoption et la mobilisation de cette loi d'accès à l'information. Oui, merci au Joly qui a relevé la question des principes relatifs à l'accès à l'information publique. Là-dedans, il s'est plus attardé par rapport à la question de la divulgation maximale de l'information, qui aujourd'hui pose problème, vu que la plupart des problèmes, comme il a souligné aujourd'hui, quand vous prenez les questions de c'est parce qu'il n'y avait pas cette divulgation première de l'information. Il a parlé aussi de la question de la proactivité. L'administration publique qui doit être proactive pour devoir mettre à la place publique les informations. Et il a donc souligné que sans cette politique de mise en œuvre de l'accès à l'information publique, on ne peut pas espérer d'avoir de progrès, on ne peut pas espérer avoir à la gouvernance. Parce que tout cela appelle à l'opacité et à des actes de corruption dans la gestion de la chose publique. Donc, c'était là l'exposé du professeur Jean Joly, que nous remercions pour cette brève présentation. Alors, il vous a mis dans la bouche, si vous pouvez réagir
pour vos questions. Ceux qui nous suivent à partir de Facebook Live peuvent aussi réagir. Oui, il y a Eli Kabitene qui il y a une question à poser. Monsieur Eli, on va enregistrer 5 questions. Nous ouvrons le compteur pour les questions. Donc, il y a Charles Mouchizi qui a parlé de l'importance et lien avec les droits de l'homme. Et nous avons le professeur qui a évoqué la question de principes relatifs à l'accès à l'information publique. Oui. Il y a quelqu'un qui a ouvert son micro. Si vous pouvez juste cliquer sur la main si vous voulez prendre la parole. Vous cliquez juste sur la main et on va devoir vous autoriser à prendre la parole. Il y a peut-être un point, vous voulez enrichir par rapport à ce qu'a évoqué le professeur Jean Joly. Alors, il y a une dernière question que le professeur va devoir noter. Ça vient d'Eli Kabitene. Si en temps normal, les informations des institutions publiques qui sont censées être publiques ne le sont pas, qu'est-ce que la loi sur l'accès à l'information publique changerait? C'est une première question. Nous allons enregistrer une série de 5 questions et le professeur va devoir répondre. Eli Kabitene qui pose la question si en temps normal, les informations des institutions publiques qui sont censées être publiques ne le sont pas, qu'est-ce que l'accès à l'information publique changerait? Y a-t-il une autre personne qui aimerait réagir? Vous pouvez lever la main en cliquant sur le signe de la main qui est juste au coin top gauche et on va devoir vous permettre d'ouvrir votre micro et le professeur qui est là pourrait vous entendre réagir au besoin. Accès à l'information, c'est ça. Oui, est-ce qu'il y a une personne qui veut réagir? Je vois là. Oui, Émilie Albini, vous pouvez réagir, vous ouvrez votre micro et réagir. Émilie Albini. Il y a une question qui nous vient à partir de Facebook. J'ai une question à adresser au professeur Njoli. Comment comprend le droit d'accès à l'information publique et la divulgation dans les réseaux sociaux de certaines correspondances officielles avant même que les destinataires n'en soient notifiés? C'est Albert Kalambay, étudiant en communication à l'Université catholique du Congo. Merci Albert Kalambay pour votre question. Nous avons... Oui, Émile Albini, vous pouvez ouvrir votre micro, on entend. Émile Albini, vous avez levé la main. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour Émile. Voilà, voilà. Également, vous avez une préoccupation et toutefois, je pourrais répondre à la question posée. Si vous me le permettez, je pourrais relire la question. Allô? Si on donne des informations censées être publiques, qu'est-ce que la loi sur l'accès à l'information serait? Alors, quant à cette question, je dirais ceci. En droit, notamment plus précisément en droit de service public, il existe un principe, le principe de transparence. Alors, le principe de transparence veut à ce que
les informations publiques soient connues par tous, c'est-à-dire par le citoyen, par tout le monde. C'est un principe de droit qui est tout à fait différent de la loi. Alors, le Parlement devrait normalement intervenir peut-être pour mettre en œuvre, disons, pour essayer de donner encore, de légaliser ce principe, dirais-je, et faire en sorte que les informations publiques soient normalement, mises à la disposition de tout le monde, à moins qu'il y ait une urgence. C'est un peu ça mon apport. Et entre-temps, j'essayais de poser une question dans ce sens. Quelles sont les contraintes d'ordre judiciaire auxquelles on doit faire recours afin d'obliger des autorités administratives ou bien toutes les autorités hiérarchiques des institutions publiques de mettre à la disposition du public les différentes informations auxquelles ils doivent avoir accès. Alors, la loi sur l'accès à l'information. Oui, soyez bref, concis et précis. Voilà, je dirais ceci, il serait juste de mettre en œuvre, c'est-à-dire de pouvoir promouvoir le principe de transparence que prévoit le droit de service public. C'est un peu ça. Et de renforcer les mesures de contrainte. Rigel Mwamba, vous avez la parole, merci. Merci. Allô? Rigel, Vous m'entendez? Vous m'entendez? oui, allez-y, allez-y. Ok, merci beaucoup, Maître Paul. J'ai des petites questions à adresser à mon formateur Jack Njoli, que j'ai suivi religieusement. La première préoccupation, c'est par rapport à la loi. Il a dit que la loi se trouve, je ne sais pas si j'avais mal entendu ça, la loi se trouve encore au Parlement. Donc, la loi n'est pas encore promulguée par rapport à l'accès à l'information, aux informations publiques. Alors, qui doit faire quoi pour que cette loi soit publiée? C'est ça ma première question. Qui doit faire quoi? Parce que lui est parmi nos parlementaires. Alors, s'il nous dit que la loi a pris plus de temps au Parlement et que jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas même traité ou ça n'a pas été promulgué, alors qui doit faire quoi? Ça, c'est la première question par rapport à la loi. La deuxième question, c'est par rapport à la politique, parce qu'il a dit aussi que la politique doit être élaborée. La politique par rapport à l'accès aux informations publiques n'est pas encore, bon, n'existe pas. Qui doit élaborer cette politique? Est-ce que nous pouvons responsabiliser l'administration publique ou nos parlementaires ou à qui, ou carrément nos médias? À qui est-ce que nous pouvons léguer cette responsabilité d'élaboration d'une politique publique pouvant nous faciliter l'accès aux informations publiques? Ce sont là mes deux préoccupations que j'ai jusque-là. Merci. Merci. Nous passons la parole à Élie Kabitene. Vous avez déjà réagi, je crois. On a pris votre question. C'est le temps normal. Je ne sais pas si vous avez autre chose à dire. Élie Kabitene. Oui, merci pour la parole que vous m'accordez. Je remercie mille pour sa contribution. Le fait qu'il a essayé de répondre à ma question. Mais en fait, si j'ai posé cette question, c'est au regard de ce que le professeur Jacques Njoli a dit, que les institutions publiques, en temps normal, les informations qu'elles ont sont nos informations à nous, parce qu'elles sont au service. Mais aujourd'hui, nous rencontrons beaucoup de difficultés à accéder à ces informations. Pendant le moment des stages et autres, c'est difficile d'avoir ces informations, et même dans les circonstances de la vie. Donc, c'est pourquoi je posais cette question, celle de savoir
si déjà en temps normal, il n'y a pas assez assez de bonne volonté, des contraintes, qu'est-ce qui changerait la Ok, merci. Je crois que c'est une loi sur l'accès à l'information publique? Merci. Merci. Alors, oui. Oui. Apparemment, il n'y a pas quelque chose à ajouter. D'accord. Oui, en fait. Fait que ces services n'agissent pas. Donc, actuellement, c'est la situation que nous avons. Lorsque vous voulez faire un mémoire, il faut beaucoup de gymnastique pour accéder à l'information. On vous dit que c'est un secret d'État. Donc, tout cela, avec la loi, nous croyons que ce sera un signal pour le renversement de paradigme, pour instaurer une société de transparence. Que lors d'un colloque qui s'est passé dernièrement, j'ai titillé la salle en disant qu'il fallait parler des lois d'accès à l'information et à la transparence de l'action publique. Il ne s'agit pas tout simplement d'accès à des documents, mais d'instaurer une culture de transparence. Et cette culture de transparence est liée à tout ce que vous avez comme phénomène de corruption. Mais c'est parce qu'il y a opacité. On ne sait pas comment l'achat a été conclu, comment il a été payé, qui paye, et c'est ça qui favorise. Donc, aujourd'hui, je ne crois pas, comme vous le dites, nous voulons plutôt instaurer une norme, la norme de la transparence, la norme de la redevabilité, la norme d'accès à l'information. Cette culture de redevabilité va instaurer non simplement, va instaurer des sanctions, et va instaurer une autorité de régulation pour faire respecter le droit d'accès de l'information, faire les recours jusqu'à saisir le juge. Et c'est ça qui a fait une mentalité dans beaucoup d'autres pays. Alors, j'attends votre demande et de la nécessité de la procédure est simple. Alors, deuxième question, les droits d'accès à l'information, avec une vision que je dirais pathologique, oui, il y a un problème justement parce que, vous savez, lorsque l'information n'est pas structurée, n'est pas organisée, si l'information n'est pas proactive ou si les citoyens ne peuvent pas accéder à l'information, notre cybercriminalité ou le fuite organisé. Mais ici aussi, il y a à la fois une explosion de moyens technologiques, de cette presse
nouvelle formule qui est apparue. Je suis essayé d'être aussi avec notre frère Ismaël, mais d'assurer la régulation. Je peux la régulation pour savoir l'équilibre. Peut-être aussi c'est l'équilibre. Mais équilibre n'est pas nécessairement au service d'une économie gazeuse, des secrets d'État ou des mais il y a aussi équilibre au niveau de la vie privée. Vous avez vu, aujourd'hui, il y a des journalistes, beaucoup, qui s'attellent aux arguments sous la ceinture, tout cela. Il faudra qu'il y ait une déontologie, c'est-à-dire qu'un contrôle, parce que c'est une arme de discussion massive, dans un sens comme dans un autre. C'est comme ça que il y a des principes qu'on a, le principe d'innocence, par exemple. Ce sont des principes structurels. Donc, les secrets, oui, mais il faut que ça soit organisé. Et c'est comme ça, s'il n'y a pas une loi organisant les secteurs, eh bien, nous arrivons, n'est-ce pas, dans la justice. C'est vrai que sur la liberté de la presse, il y a déjà un texte, mais il y a aussi beaucoup de discussions sur cet aspect, parce qu'il y a le droit à l'information et le droit d'être informé. Donc, ces deux droits sont tous les deux structurés au niveau de l'article 24 et il faut des textes qui assurent à la fois le droit à l'information et le droit d'être informé. Et dans tous ces deux aspects, à la fois passive du droit à l'information, il faut l'équilibre, il faut aussi sauvegarder le secret de la vie de l'État. Mais là encore, on doit définir les canevas. Qu'est-ce qui est confidentiel défense? Qu'est-ce qui est ultra secret? Ce qui est secret défense. Donc, il y a une catégorisation qu'on va mettre là-bas. Ça, c'est accessible à tel niveau. Ça, c'est protégé. Mais il ne faut pas non plus avoir une culture d'opacité. Quand on parle de la mort des gens au Kivu, il dit non, vous avez divulgué le secret de défense, parce que non, c'est ça le travail, c'est pourquoi il faut sortir, n'est-ce pas, de l'opacité, il faut sortir de cette absence de loi qui nous met dans une sorte de jungle préjudiciable et aux citoyens et à l'État. Troisième question, je crois que je vais citer donc de régulation. En droit public, notre ami estime que les principes de transparence est structuré moi, j'ai fait les grands services publics il y a plus de 20 ans, mais je ne sais pas aujourd'hui, j'ai appris les trois principes de Roland. Là, ce serait le quatrième principe. J'ai appris le principe de continuité, d'égalité. Mais si vous instaurez le principe de transparence, ce serait l'homme le plus heureux, puisque le combat que nous avons justement, c'est d'instaurer la transparence, n'est-ce pas, dans la loi. Alors, vous dites, mais écoutez, les parlements, pourquoi le Parlement, qu'est-ce que fait la loi, justement, quelles sont les contraintes? C'est justement toute la problématique. Au niveau des parlementaires, lorsque en 2010, il nous a été demandé de porter la loi, et puis après, il y a Lugabo, les parlementaires ne comprenaient pas. Ils confondaient, comme l'a dit Maître Charles, la liberté de presse, les droits d'être informé au droit d'accès à l'information. Et quand on a commencé le droit d'accès à l'information, il dit, mais vous voulez attaquer les secrets d'État. Donc, c'est cette culture d'opacité, cette culture de secret, cette forme de l'État monstre léviathan qui serait là pour écraser les partis. Non, l'État, c'est nous. Et nous avons le droit de savoir. Voilà pourquoi la loi traîne à cause de cela, mais aussi les contraintes de travaux parlementaires, c'est-à-dire que c'est un texte qui a été déposé sous la deuxième législature. Et comme nous sommes dans le droit de la deuxième législature,
pour l'introduire, je crois que même Narubabo, qui va intervenir après moi, vous direz exactement là où nous sommes. C'est-à-dire qu'il faut que le travail que nous faisons au niveau des ateliers soit rapidement intégré, les nouvelles dimensions, comme je vous ai dit, la transparence soit intégrée. La question de l'autorité de cet appui de la démocratie soit intégrée et nous allons y arriver. Mais il y a une différence. Alors, M. Rigen Mwamba voudrait savoir à quel niveau la loi se trouve. Je vous ai dit que c'est encore au niveau de proposition, parce que nous avons repris le travail. On l'avait voté l'année passée au niveau du Sénat. Il y a eu beaucoup de discussions au niveau de l'Assemblée nationale. Il a fallu que les collectivités 34 fassent un travail de vulgarisation. Comme je vous ai dit, c'est un droit nouveau et il a fallu expliquer aux uns et aux autres. Mais malheureusement, nous sommes dans une nouvelle statut. Vous suivez les discussions qu'il y a autour du calendrier, sur le choix du bureau. Je crois nécessairement que comme les collègues Niarugabo nous allons arriver. Il faut que la session de septembre qui commence soit une fenêtre d'opportunité pour enclencher le processus de cette loi. Alors, qui doit faire quoi? Non, nous tous. Si nous travaillons aujourd'hui sur la vulgarisation, il ne faut pas croire que les députés qui font partie, lui aussi, de la structure gouvernante, a toujours les mêmes intéressés. C'est comme ça qu'il doit y avoir un plaidoyer, ce travail de sensibilisation. Il faudra que nous tous, nous puissions pousser. La démocratie, c'est un gouvernement du peuple. Ce n'est pas un gouvernement des gouvernants. Donc, il faudra que le peuple, organisé de la société civile, dans les structures telles que CRJ, 24 intermédiaires, nous puissions tous pousser pour que le Parlement puisse considérer ça comme une priorité. Voilà ce que je peux vous dire à ce stade, mais sachez qu'il y a une proposition de loi qui souligne, n'est-ce pas, l'affirmation de ces droits d'accès à l'information, la de l'intérêt général et les limites, bien sûr, mais aussi la nécessité de la simplicité, de la rapidité, de la gratuité de la procédure de demande d'accès, l'obligation des responsables de répondre à ces demandes et la possibilité pour les citoyens d'aller en appel en cas de refus et la mise en place d'une autorité de régulation comme en Éthiopie, ombudsman, sur base de notre droit pour que nous puissions finalement avoir ces droits fondamentaux d'accès à l'information et à la transparence de la vie publique. Voilà ce que je peux dire. Merci les intervenants. Merci beaucoup. Merci la parole, Maître Badiou. Nous avons été très édifiés par les interventions du professeur Jadoli et de Maître Shalom Sisi. Et par rapport à ça, ça veut dire que l'IRDC, nous sommes à fond. Nous sommes vraiment demandeurs de cette loi. Nous voulons absolument que l'accès à l'information publique sur notre responsabilité. Beaucoup de médias foisonnent sur et nous avons fait cette association pour justement essayer de réguler, d'amener nos professionnalistes à plus de responsabilité, notamment le code de déontologie des journalistes congolais. C'est d'ailleurs une des conditions pour être membre de l'IRDC. Sur la centaine de médias d'information en ligne, la plupart ont rempli nos conditions et donc ne font pas formellement partie, ne sont pas membres de notre association. Nous disons aussi que cette loi, si elle venait à être adoptée, chose que nous souhaitons le plus rapidement possible,
permettra aussi de combattre le phénomène fake news. Le phénomène fake news que nous justement aussi appelé à combattre farouchement. Il y a certains de nos confrères qui disent que si les fake news pullulent, c'est parce que l'accès à l'information leur est dénié. Donc nous voulons aussi que cette loi sur l'accès à l'information soit le plus rapide. Pour ôter ce prétexte-là à une catégorie des journalistes qui ont un prétexte sur le fait qu'une information leur est privée, ils inventent, ils la fabriquent. Donc c'est un autre prétexte que nous allons ôter aux producteurs de fake news. Comme je l'ai dit à l'introduction, nous, journalistes, nous sommes absolument vraiment demandeurs de cette loi. Cette loi va nous permettre aussi de développer notre type de journalisme qu'on appelle le journalisme de données. Ça veut dire que si vous avez une masse d'informations, vous pouvez absolument les traiter et vous pouvez les traiter et sortir de l'information. C'est ce qu'on appelle du à partir des données que vous récoltez, des documents, vous cherchez les informations, vous les catégorisez et là, vous pouvez faire des enquêtes. Et donc, pour moi, même un type de journalisme qui n'est pas, un genre journalistique qui n'est pas très présent dans notre pays, qui est l'enquête, souffre aussi par la difficulté d'accéder à l'information. Donc, par rapport à ça, nous sommes totalement en phase avec les orateurs, Maître Charles Sizi et le professeur Jacques Joly, sur leur plaidoyer justement à adopter un cadre programmatique pour justement amener à bien ces discussions au Parlement et le plus rapidement possible de produire une loi sur l'accès à l'information. Merci Israël. Juste un mot peut-être pour insister un peu sur l'importance du droit d'accès à l'information. Par rapport aux chercheurs, et donc je vais plus ou moins justifier le choix de la participation des universitaires et des étudiants à ce forum, à cette campagne. Imaginez-vous que vous soyez en train de mener une recherche qui devrait aboutir à des propositions de réforme en matière économique et que vous ne soyez pas capable d'accéder aux informations du ministère de l'économie, du ministère des Finances, de la Banque centrale et de toutes les autres structures de l'État qui gèrent, par exemple, le domaine des investissements, l'ANAPI, etc. Alors, quelle sera la valeur scientifique de votre analyse si elle ne peut être que théorique et non basée sur des évidences, sur des chiffres que présentent les structures compétentes de l'État? Et donc, l'accès à l'information pour vous permet non seulement de conduire une recherche en toute liberté, mais aussi de produire un travail de qualité qui peut aider l'État à élaborer des politiques publiques basées sur les évidences que vous avez analysées et sur base desquelles vous avez formulé des recommandations de réforme. Donc, ce plaidoyer ne devrait pas être seulement un plaidoyer de notre cher professeur et honorable Joly. Il ne devrait pas simplement être une activité d'Internews qui appuie la campagne, ni du CRJ et du collectif 24 qui porte la campagne. Il doit être un effort de tout le monde qui sent que l'accès à l'information publique est de nature à concourir à la réussite de sa propre activité, à titre individuel, à titre collectif, comme j'ai dit, parce qu'il arrive que de manière individuelle, on entreprenne une recherche scientifique ou dans le cadre d'un collectif, 2, 3 chercheurs qui se mettent à conduire une recherche et qui ont besoin justement d'accéder aux archives de l'État. Et là, c'est un autre concept qui apparaît. C'est cet archivage professionnel, ordonné, organisé, qui doit être fait par rapport à toutes les ressources informationnelles que l'État a. Et donc, aujourd'hui, nous sommes vraiment dans un débat d'avenir. Si chacun de nous qui a besoin d'informations précises pour son travail voudrait les obtenir un jour, nous devons soutenir le vote très rapide et la promulgation de la loi d'accès à l'information pour effectivement que nos vœux à nous tous, chacun dans son domaine, soient
exaucé, passez-moi le mot. Voilà ce que je voulais dire. J'insiste vraiment sur cet aspect scientifique qui doit être mis à profit pour les chercheurs qui sont engagés dans différents domaines de fouilles d'informations. Ils comprennent qu'ils ont aussi un très grand intérêt même à soutenir cette loi et qui va leur aider à pouvoir aisément accéder aux sources publiques, aux sources de l'information publique. Voilà très globalement ce que je peux dire, mais il y a tellement de choses à dire. Je vous appelle encore une fois à rester connectés. Je ne vais pas dire rester chez vous. Restez connectés pour que nous soyons capables d'avoir une compréhension partagée des notions sur lesquelles nous sommes en train d'échanger, mais aussi de soutenir le processus pour qu'on arrive au résultat et que ces résultats soient portés par chacun de nous comme un effort concerté, consenti par chacun de nous. Je reste aussi à votre disposition pour une éventuelle préoccupation à laquelle vous souhaiteriez bien que je réponde. Merci pour le compliment. Alors, il y a une question qui est posée au professeur Jacques Njoli et Émile Albini. Quelle est la différence? Quelle différence existe-t-il entre le droit du public à l'information et le droit d'accès à l'information? Une question que j'ai posée à partir de la page Facebook Live. Honorable Jacques Njoli, l'accès public à l'information connaît des limites, c'est-à-dire, est-ce pour une catégorie d'information, est-ce que la loi prévoit un type d'information que le public peut avoir accès? Ce sont là les deux questions. Je vois là sur mon écran, il n'y a pas de main levée. OK, nous passons la parole à Jacques Njoli qui va devoir rencontrer ces deux préoccupations. Merci, je me ferai seulement compléter par Maître Charles. Quelle différence entre le droit du public à l'information et le droit d'accès à l'information? En principe, il n'y a pas de différence. Le droit à l'information au public comme le droit d'accès, c'est la même chose. Mais même si aujourd'hui, sont les exceptions. Quelles sont ces exceptions? Et notamment en ce qui concerne la protection de droits liés à la sécurité des lecteurs. Et là aussi, il ne faut pas abuser. Et puis, il y a aussi l'aspect à la vie privée. Ça, c'est aussi un droit fondamental. Tout à l'heure, notre ami Ismaël a parlé de fake news. Il faut vraiment souligner les caractères toxiques de cette affaire et que bon, la cyberpresse, c'est une nouveauté. Et là aussi, il faudra vraiment qu'on puisse arriver à trouver un mécanisme de régulation, notamment de manière active, en mettant l'espoir rapidement en marche cette loi d'accès à l'information, en permettant aux journalistes de faire la régulation. Sinon, des gens commencent à douter de tout ce qui s'est fait à la presse. Mais de manière proactive, si il y a une information, par exemple sur la présidence, et que rapidement, vous pouvez appeler les services publics, voilà, j'ai appris à ce moment-là, il peut vous donner des belles informations, mais
surtout aux rumeurs et à tout ce que on peut avoir comme information négative. Donc, l'intérêt de cette loi, c'est justement d'assurer la prévention contre le dérive de cette cybercriminalité, mais en même temps de créer un cadre où les journalistes peuvent accéder à la vraie information, de la traiter et, n'est-ce pas, de l'offrir. Parce qu'il ne suffit pas tout simplement de prendre des informations et de les jeter à la figure de gens, il faut les traiter. Parce que le métier de journalisme, c'est un métier noble. Quand vous pensez que c'est Chateaubriand et tout ce que vous connaissez, tout le journaliste, ben, il ne s'agit pas d'une affaire de quado ou tout simplement de tous ceux qui ne savent pas faire autre chose que gribouiller. On aura rencontré deux préoccupations. La différence entre l'information publique et les limites. Est-ce que c'est l'accès à l'information publique n'a pas de frontières? Il a relevé que sûrement l'accès à l'information publique avait des limites et il a relevé le type d'information. Et là, peut-être, il va renchérir par rapport à la question de secret professionnel et des secrets de défense, de la question de tout ce qui est top secret. Donc, peut-être l'honorable va dire quelque chose par rapport à la question des documents officiels, les documents officiels qui sont accessibles au public, mais que les documents qui ne peuvent pas, que le public ne peut pas être, ne peut pas accéder. La question des archives aujourd'hui. Oui, c'est une question très délicate, la classification d'informations. Nous venons de dire qu'il y a des informations classifiées, secrets d'État, confidentielles, confidentielles défense, diffusion interne, diffusion large, diffusion. Il y a dans la gestion de documents administratifs, parce qu'il s'agit ici d'un accès aux documents administratifs, il y a une classification, mais qui ne doit pas être non plus discrétionnaire, et qui ne doit pas être non plus arbitraire. Et il faut aussi savoir qu'il y a des documents qui peuvent être classés de manière chronogrammique, c'est-à-dire il y a des secrets qui peuvent être enlevés 10 ans, 20 ans, 30 ans. Mais il y a aussi la possibilité, pour éviter justement l'arbitraire, de recourir au juge. C'est ça l'intérêt de la loi sur le droit d'accès à l'information. C'est-à-dire que si l'administration vous oppose le secret, vous pouvez aller recourir au juge pour que les juges puissent obliger l'administration à donner cette information. Je crois que vous suivez les informations, par exemple, dans une affaire qui s'est passée en Érythrée, je crois, où un juge français qui était un ministre de coopération est mort et son épouse voulait accéder à cette information et l'administration, la chancellerie française avait refusé, mais la famille est allée saisir le juge, les cours et tribunaux ont demandé à lever les droits du secret. Cette question doit être réglée dans la loi et qui doit être, n'est-ce pas, tranchée par le juge. Sinon, on est dans l'arbitraire et dans ce que j'ai appelé la culture de l'opacité du secret. La culture de la transparence, la règle, c'est l'accès, l'exception, sont ces limites que nous avons soulignées, notamment en matière de défense, en matière de relations internationales aussi, il y a des informations qui peuvent mettre en danger les relations entre les États. Il y a aussi donc en matière de vie privée. Mais il faut obtenir d'abord un cadre normatif, un cadre réglementaire, des régulations, et il y avoir une autorité indépendante pour régler ces questions. Et si cette autorité administrative indépendante ne parvient pas, vous pouvez recourir au juge. Donc, dans un état de droit,
tout est dans le droit. Et à ce moment-là, on sort de l'arbitraire. Okay. Merci, honorable mettre fin à cette première idée. Une minute qui nous reste, nous allons pouvoir passer la parole à l'honorable Djandjoli s'il est monté par rapport à la information publique. Il vient le jeudi, mais pour cette journée, il va peut-être glisser cette question par rapport à la problématique de l'accès à l'information publique en RD Congo. Et M. Israël Moutala qui a parlé des nouvelles formes de journalisme, le journalisme d'investigation qui n'est pas possible à l'état actuel, parce que la question de l'accès à l'information n'est pas organisée. Donc, il dire un mot par rapport à l'impact de l'accès à l'information sur les travaux des journalistes. Et le Charles va devoir aussi dire un mot pour que nos échanges qui vont continuer sur WhatsApp, mais aussi sur Facebook. Donc, la campagne commence aujourd'hui. Nous allons revenir avec un prochain webinaire le jeudi à la même heure. Donc, nous aimerions qu'on puisse répondre à la question. Après avoir reçu cette matière, nous aimerions que vous puissiez revenir activement le jeudi. Honorable Djandjoli. Mais je vous invite tous à intégrer ces plaidoyers pour l'adoption d'une loi d'accès à l'information et à la transparence des questions publiques, parce que c'est cette loi-là qui va nous permettre de lutter contre la pauvreté, qui est cette maladie qui nous met un des pays les plus riches du monde au bas de l'échelle des nations. Parce que l'opacité permet la corruption, l'opacité permet la dilapidation de nos ressources, l'opacité ne permet pas la mise en place d'un État démocratique, et un État dans lequel l'accès à l'information est au cœur de toutes les stratégies. L'information, c'est un élément fondamental, c'est un véritable pouvoir aux mains des citoyens, aux mains des structures étatiques pour faire avancer la société. Voilà tout ce que je peux dire à ça. Merci, honorable. Encore une fois, merci beaucoup, Maître Badjo. En communication, puis c'est secret. Jérémy Sapata. La question? Voilà. Bien qu'étant dans le devoir d'informer, qu'est-ce qui fait la divulgation de l'information sensible et qui fait l'autorité? Je comprends pas. La question n'est pas très claire, donc n'est pas très claire. Voilà, ça veut dire que moi je suis journaliste de profession et donc je connais la difficulté d'accéder aux informations, notamment financières. Il y a un débat actuellement sur la consommation des crédits budgétaires dans les institutions. Voilà. Mais pour accéder aux documents, par exemple au plan de trésorerie, c'était des gymnastiques impossibles pour avoir ces documents-là. Parce que quand vous y allez, on vous dit non, on n'était pas autorisé à donner ce document-là. Donc, chaque jour, nous faisons face à des obstacles pour avoir des documents, pour avoir des données administratives qui peuvent nous permettre justement d'avoir la matière première pour fabriquer de l'information. Donc, en tant que président de l'association des médias d'information en ligne, nous appuyons l'initiative de l'honorable Moïse Nyarouka de faire voter la loi, qu'elle soit enfin promulguée. Donc, nous sommes tout à fait d'accord avec le professeur Djandjoli sur le fait que l'opacité est la racine de beaucoup de maux. Des citoyens, même pour exercer leur droit de vote, doivent être au courant de ce que
de la qualité de la gouvernance des dirigeants. Et pour avoir une idée sur la qualité de la gouvernance des dirigeants, les journalistes que nous sommes, nous devons accéder aux données administratives et les rendre publiques en traitant l'information, en traitant ces données pour donner de l'information. Tout ça participe à la qualité de la vie démocratique. Donc, on ne peut pas avoir des citoyens éveillés s'ils n'ont pas la bonne information. On ne peut pas éveiller les citoyens si les journalistes ne sont pas en mesure de faire leur travail. Donc, c'est un chemin qui se tient. Donc, des bonnes élections où les gens peuvent voter à la même conscience, où les gens peuvent voter non pas sur des bases tribales, non pas sur des bases pécuniaires, non pas sur l'achat des consciences, procède aussi par le fait que l'accès à l'information publique est rendu disponible. Voilà à peu près ce que j'avais à dire. Et donc, nous soutenons ce plaidoyer. En tant que média d'information en ligne, nous allons amplifier pour qu'il y ait une plus grande prise de conscience face à l'impératif, à la nécessité de rendre le droit à l'information une réalité totale. Je vous remercie. Merci, Merci. En principe, après avoir suivi des interventions aussi éminentes, surtout du prof et de notre collègue Moutala, il ne devait plus avoir grand-chose à ajouter. Mais si je dois dire un mot, j'ai senti simplement qu'il y avait ce manque d'incise sur l'importance particulière d'une loi d'accès à l'information. Si le droit du public à l'information est déjà compris plus ou moins comme le droit d'accéder à l'information, la loi vient aux modalités pratiques de l'exercice de ce droit. Je rappelle que c'est une liberté fondamentale, que c'est un droit humain et que tant qu'il n'est pas organisé de manière pratique, tant qu'il n'est pas sanctionné, notamment lorsque ce droit est refusé à qui veut l'exercer, nous serons toujours plutôt dans une sorte de théorie, le droit public à l'information étant plus ou moins l'aspect passif du droit d'accès à l'information, plus ou moins, mais pas totalement peut-être. Alors, une loi viendra donner les modalités, offrir les modalités, non seulement d'accès effectif, et le fois insister sur le mot accès, mais aussi d'obtention de justice lorsque le refus d'accès aura été opposé à quelqu'un qui cherche une information et qui est détenu par l'autorité publique, mais ces refus, lorsque ce refus aura été non seulement injuste, mais qui aura préjudicié aussi. Et donc, une loi d'accès à l'information vous donne les schémas les plus pratiques, non seulement pour revendiquer ce droit, mais aussi pour obtenir des sanctions au cas où ce droit, qui est le vôtre, vous est refusé lorsque vous voulez l'exercer. Très brièvement, voilà ce que je peux encore ajouter. Merci. Ce qui a été dit ici, nous avons nous invitons à suivre cette infographie qui résume un peu l'essentiel de ce au courant de cette première journée. Merci à vous et on se retrouve sur Facebook pour tous les échanges et à jeudi pour le deuxième webinaire avec l'honorable Jean Joly et RDC. Merci. À l'information publique en RDC. Qu'est-ce que l'accès à l'information publique? C'est un droit reconnu à tout citoyen d'obtenir les informations, documents ou données produits ou détenus par les institutions publiques. Pourquoi est-il important? L'accès à l'information publique permet un meilleur contrôle de l'action gouvernementale, un renforcement de la transparence dans la gestion de l'État et des institutions publiques, une mobilisation accrue des fonctionnaires et des élus et renforcement de la confiance dans l'administration et des administrés. L'accès à l'information publique est un droit humain. Par exemple, dans les domaines de la santé, grâce à l'accès à l'information sur les statistiques sanitaires, les citoyens peuvent mieux se protéger des épidémies et la santé de la population sera donc préservée. De la nécessité d'une loi d'accès à l'information publique en RDC. L'absence d'une loi d'accès à l'information publique en République démocratique du Congo ne permet pas aux citoyens d'accéder facilement à l'information détenue par les institutions publiques et encourage ainsi des actes de corruption. Une loi spécifique incitera les institutions
institutions publiques à mettre en place des procédures et des mécanismes pour faciliter l'accès à l'information publique. Ainsi sera brisée la muraille du secret professionnel, principal obstacle à l'accès à l'information publique. Vers une loi d'accès à l'information publique en RDC. Après son adoption au Sénat en 2015, la loi sur l'accès à l'information publique a été examinée, améliorée entre 2017 et 2018 à l'Assemblée nationale. Voté. Après les élections de 2018, les nouveaux responsables du pays se sont engagés pour le vote des 7 ans à la société civile de saisir la balle pour relancer ses plaidoyers. Merci. C'est le résumé de ce qui a été dit. Donc, on va continuer avec les échanges. Nous vous invitons à être très actifs sur Facebook. Réagissez, partagez et pour que ces questions qui sont d'intérêt national puissent avoir un grand nombre. On se retrouve sur le groupe WhatsApp et à jeudi pour le deuxième webinaire. Merci. Merci, c'est toujours un honneur. J'ai fait un peu je peux dénouer vos sandales.